Alors, je vous propose d'avancer. Après, on aura le temps de rééchanger. Sur la deuxième fonction, parce que le déclencheur est quand même connu. Peut-être là où je peux vraiment peut-être apporter quelque chose pour les collègues, c'est cette notion de tâche, avec un accent circonflexe. Alors voilà, petite remarque. L'objectif d'une fiction, c'est rarement original. Le 1 du 1, 2, 3, le déclencheur d'une fiction, c'est quand même très difficile d'être original. Si on est honnête, est-ce qu'on a déjà vu un méchant nazi, un méchant allemand dire « Ah là là, donnez-moi, collaborez, donnez-moi le saboteur, sinon je tue des gens, etc. » Comment dire ? On a quand même vu dans Pretty Woman, cette histoire est vieille comme Cendrillon, etc. En fait, l'objectif d'une fiction, que ce soit sauver la princesse, y a ça aussi dans Star Wars, donner l'arche comment dirais-je, récupérer un artefact pour gagner une guerre, tout ça. Bon. C'est rarement original, tout simplement parce que les thèmes qui nous touchent sont plus ou moins identiques. Nous baignons dans une culture commune, ne serait-ce que déjà une culture francophone, etc. Et en fait, il y a quand même certains thèmes universels qui vont expliquer un certain nombre de fictions. Alors, je ne vais pas convoquer Polti en 1916, là, qui identifiait 36 situations dramatiques de base. Tous les copains, les collègues ici savent que, on n'écrit pas avec Polti. En réalité, c'est un peu abstrait. Enfin, l'idée derrière est intéressante, que ce soit Souriau même ou d'autres théoriciens, c'est de dire, c'est pas qu'il y en ait 36 ou pas, c'est de se dire qu'il y a un nombre d'objectifs finis, parce qu'il y a un nombre de thèmes finis. Par contre, donc, ça c'est important quand même, on ne peut pas juger l'originalité d'une fiction sur son déclencheur. Mettre à la poubelle une fiction parce que le déclencheur aurait été déjà vu, c'est dangereux, parce que de Jack Bauer qui veut, dans 24 heures, qui veut empêcher un terroriste de tuer le président en passant par d'autres, on a déjà tous vu ça. La façon d'atteindre l'objectif, en revanche, permet l'originalité. C'est-à-dire que c'est la seconde partie du déploiement de la structure qui permet d'être original. C'est ce qu'on va appeler la tâche. Je vous donne un exemple qui j'aime bien donner parce qu'il est assez parlant. C'est qu'il y a quelques années, à Hollywood, il y a eu un appel d'offres des studios pour faire un film catastrophe sur les tornades. Alors, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus pourquoi, mais peut-être qu'il y avait un certain nombre de tornades à cette époque. Bon. Et donc, vous voyez bien arriver le truc. Il y a un certain nombre de grands scénaristes. Il y a un niveau technique très intéressant là-bas. Donc, des scénarios de films catastrophes, vous voyez bien à quoi ça ressemble. L'objectif, c'est de s'échapper d'une tornade et puis de lutter contre ça. Et voilà, vous voyez les mêmes scènes toujours. Donc, ces films ne se différenciaient pas les uns des autres. Donc, on avait toujours ces scènes. Attention, le chien, non. Vous voyez le genre de scène. Et puis, on a fait appel à Michael Crichton, feu Michael Crichton, qui est connu pour être justement un script doctor aussi de talent, et qui était connu notamment pour être vraiment un expert de la tâche, en fait, fondamentalement. Et lui a produit Twister, qui est à peu près le seul film dont on se souvient de cette époque. Et si on pitch Twister, on voit qu'en fait, ce qu'il a twisté, justement, ce qu'il a apporté de différent par rapport à tous les autres, c'est pas le déclencheur fondamentalement, c'est la tâche. C'est-à-dire que dans cette fiction, il nous dit que, vous savez, que les tornades tuent un grand nombre de gens, malheureusement, chaque année, et il est impossible de prédire quand elles vont naître, où elles vont passer. C'est vraiment dommageable. Et dans Twister, le déclencheur est que un couple de scientifiques a réussi à programmer un algorithme qui permettrait de prédire par où vont passer les tornades et quand elles vont naître, donc de sauver potentiellement des milliers de gens. Il y a juste un petit hic, c'est que pour alimenter cet algorithme et qu'il fonctionne, il faut mettre une sonde dans une tornade. Et je viens de vous le dire, il est impossible de savoir par où va passer une tornade. Donc ce que vont faire les personnages pendant tout le film, 80% du film, c'est l'inverse de ce que faisaient les autres personnages de tous les autres films réunis, c'est-à-dire qu'ils vont aller au devant d'une tornade pour déposer cette sonde au cœur d'une tornade. Et vous voyez, c'est très important, c'est ce qu'on va appeler la tâche. Le déclencheur, ça ne suffit pas pour déterminer le cœur d'une histoire. C'est nécessaire en fait de coupler cette notion de déclencheur avec la tâche du personnage. C'est ce qu'on va appeler le 2 de notre structure. En fait, c'est quand votre protagoniste va trouver, quand vous allez trouver comment le protagoniste va se sortir de son problème, le comment, vous allez tenir votre tâche. Si ce comment est conflictuel et déclinable, on va le voir. Ce qui est très intéressant avec cette technique,
c'est que c'est le moyen de supprimer le ventre mou. Je m'explique. On disait en fait qu'aujourd'hui, le sujet de notre conversation, c'est de lutter contre le temps. Le déclencheur, la première fonction dramatique, a vocation à nous permettre, à garantir, de l'identification et donc l'écoute du spectateur. On lui dit de s'identifier à un personnage qui, par ego, fondamentalement, il est aimanté à ce personnage. Il y a une promesse de conflit qui est importante et on lui dit quelle sera la scène finale qui permettra de valider la fin. Donc il est en confiance et il y a véritablement une dynamique qui est lancée. Donc là, on est en train on a véritablement cette structure qui est armée pour tenir la distance. Maintenant, on a un autre problème de temps, et cette fois-ci, c'est le problème du scénariste. C'est-à-dire que j'ai 1h10 à combler, quoi. En gros, moins, si vous voulez, il y a 80% du récit, on va dire, que je dois écrire. Qu'est-ce qui va bien pouvoir faire mon personnage si j'ai un épisode de 52 minutes, aux États-Unis 40 minutes, enfin, voilà, j'ai une bonne demi-heure à combler, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire? Et ça, c'est vraiment un problème. Et donc, si vous voulez, vous savez comment on fonctionne de manière classique. De manière classique, comment est-ce qu'on fait? On a le déclencheur, on a l'objectif. Ce que nous disent à peu près toutes les formes de narration, toutes les techniques, c'est quoi? La fiction, c'est simple. Écrire un scénario, c'est simple. J'ai un personnage, il a un objectif. Je l'arme au début. C'est ce qu'on vient de voir, il n'y a pas de problème. Et puis, en face, il y a un opposant, un antagoniste. Et donc, je mets des obstacles. Obstacle 1, obstacle 2. Et je mets des obstacles. Et finalement, écrire, c'est mettre des obstacles face à un personnage qui va atteindre un objectif. Alors, tout ça, c'est vrai. Et puis, on peut rajouter que la plupart du temps, l'idée, c'est de mettre les obstacles de plus en plus durs. Donc, et le plus dur de tous étant le climax. Seulement, si on est un peu honnête, quand on travaille de cette façon-là, ça n'aide pas beaucoup, en vérité. Parce que il y a deux stratégies. Soit la méthode que vous employez, comme Truby ou d'autres, va nommer pour vous déjà les obstacles, va vous guider. 21 étapes, un certain nombre d'obstacles vont déjà être prédéterminés. Bon, ça peut être intéressant ou peut-être aussi un frein pour certains. Mais si on est honnête, la difficulté qu'on va avoir, c'est pas tant de trouver les obstacles, parce que là, si on brainstorm, vous voyez, on est près d'une centaine en ce moment à travailler sur la fiction. Vous imaginez, on est une centaine de professionnels. On fait une fiction policière. L'objectif, c'est d'arrêter l'assassin. On se pose la question de quel conflit il pourrait avoir, quel obstacle il pourrait avoir. En brainstorm, et on va en trouver plein. On est imaginatif. C'est notre principale caractéristique. Donc la difficulté, c'est pas de ne pas avoir d'obstacles. Je n'ai jamais vu un scénario qui mettait pas vraiment des obstacles. C'est même quelqu'un qui ne sait pas écrire va le faire. Ce qui est compliqué, ce fameux ventre mou, c'est que le spectateur n'y croit plus. Il n'y croit plus parce qu'il sent le scénariste. En fait, vous voyez, on va dire, le héros pourrait se faire quitter par sa femme, il pourrait perdre son arme, il pourrait être accusé à tort de quelque chose. Bon, ok, on va brainstormer. Et on va mettre ça, on va essayer de trouver ce qui est plus conflictuel, on va essayer de se dire, alors, se faire quitter par sa femme, est-ce que c'est plus ou moins dur que de perdre son arme? Et puis on va essayer de hiérarchiser. Mais fondamentalement, si la confiance est rompue et que le spectateur sent qu'on sort du chapeau un obstacle, et c'est ce qu'on est en train de faire, eh bien il va plus suivre. Je vous propose une autre façon de procéder. Pour supprimer le ventre mou, on prend du recul. On refuse à ce stade de déterminer tous les obstacles, parce qu'on sait qu'on peut le faire. Donc au lieu de faire ça, on prend du recul et on se pose une question simple. Que va faire concrètement le comédien pendant 80% du temps sur le plateau de tournage, grosso modo? Quelle action concrète, quelle activité le personnage va faire pendant 80% pour atteindre son objectif? On fait un effort de prise de recul et on vient dire à son producteur, pendant 80% du temps, le héros va faire cela. C'est-à-dire qu'on vient quelque part déterminer une activité qui va être évidemment conflictuelle, on le souhaite, parce que si je dis, pendant 80% du temps, le moyen, ça va être plutôt, il va se poser des questions existentielles assis sur son lit. On voit bien que déjà, il y a un problème de conflit. Donc, on va essayer de déterminer une activité qui va être conflictuelle en tant que telle, et cette activité, on la veut structurante, parce que ce qu'on veut, c'est que ça nous permette de trouver ces obstacles ensuite, mais de manière organique. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver fondamentalement, c'est quoi? Un verbe qui contienne en lui-même une activité originale, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu sur le marché de toute l'histoire de la fiction, et qui sera structurant, c'est-à-dire que cette action, pour ce faire, va naturellement en déployer d'autres.
Et ça, c'est fondamental parce que cette technique-là, quand on prend l'habitude de l'employer, elle va nous permettre ensuite d'éclater le scénario en un nombre de séquences souhaitées de manière incroyable. Alors, je vais vous donner des exemples. Fondamentalement, il y a une notion de plan associé, en fait. Pour certains, vous êtes déjà à l'aise là-dessus. Cette activité est conflictuelle en tant que telle pour susciter l'intérêt, et elle est déclinable. Je vais vous donner un exemple. Déjà, il y a peut-être une chose qu'on pourrait dire. En fait, cette activité-là, comment je peux vous dire ça ? Cette activité, on ne va pas la juger en tant que telle. C'est pas le verbe en lui-même et l'action en lui-même qu'on va juger. C'est en fonction du personnage, évidemment. Cette activité vient après le 1 du 1, 2, 3. On a posé le déclencheur. C'est le moyen employé par notre protagoniste. Donc c'est conflictuel pour lui. Donc ce qui est important, c'est de ne pas la décorréler du héros. Je vous explique. Si on écrit là, on brainstorm, on fait une fiction, un huis clos. Bon bref, un huis clos qui se passe pour l'occupation. Il faut récupérer des microfilms pour gagner la guerre, d'accord ? Dans une fête nazie, etc. Bon. Ça, c'est l'objectif, le MacGuffin, récupérer les microfilms. Si le héros fait sortir les microfilms et la donne à la résistance, c'est gagné. Bon, alors vous voyez bien qu'en fait, c'est exactement Star Wars. Super. Le moyen concret, maintenant. Je détermine un moyen concret qui se voudrait structurant. Si, je dis n'importe quoi, le moyen pour obtenir cet objectif, c'est de séduire la plus belle femme de la soirée, je ne peux pas juger ça pour l'instant. C'est peut-être conflictuel, c'est peut-être structurant, la séduction peut avoir des étapes. Mais si je donne cette tâche à un personnage qui serait un Don Juan, j'ai pas de film. Si c'est Pierre Richard, j'ai un film. Donc c'est vraiment lié au protagoniste. Mais je vous donne un exemple. Prenons, allez, je pense qu'on ne nous en voudra pas si on parle d'un nanar. Je pense que c'est revendiqué. Prenons Cowboy et Alien. Je veux dire, jouons le jeu 2 secondes, de se mettre à la place de cette commande. Déjà, soyons honnêtes, si Steven Spielberg était venu nous chercher pour écrire Cowboy et Alien, ou produire, ou coproduire, voilà, je pense qu'on l'aurait fait. Donc déjà, la difficulté, c'est comment j'écris ce truc-là. C'est-à-dire que c'est sympa, Spielberg a déjà donné le déclencheur. Donc en gros, les gars, j'ai une idée, on va mélanger des cowboys et des aliens. Donc le déclencheur, c'est toujours des aliens qui arrivent, qui débarquent. On va être un peu plus précis. Ils vont enlever les femmes et les enfants. Que font les aliens avec des femmes et des enfants ? Ils les mangent ou ils les utilisent pour récupérer de l'énergie, donc ils les mettent dans des cocons, etc. Bon, très bien. L'objectif ici, ça va être de libérer ces femmes et ces enfants. Voilà. Alors, il faut être un peu plus concret, n'est-ce pas ? Donc, c'est un MacGuffin, c'est un truc. Donc, dans ce nanar, où se cachent les aliens ? Où se cache un alien par défaut ? Je pose la question. Dans une montagne. Donc, ils vont se poser dans une montagne et ils vont enlever ces gens et puis les mettre dans des cocons et finalement leur prendre leur énergie vitale. Et les héros, menés par Daniel Craig ici, c'est tout simplement de libérer ces gens-là. L'enjeu, évidemment, je vous fais pas un dessin, l'antagoniste, ok, très bien. Maintenant, comment on écrit ce truc-là ? C'est-à-dire que je vous ai donné le déclencheur, plus ou moins. J'ai été vite, mais vous voyez. Vous avez vu comment on galérerait pour écrire ce truc ? C'est-à-dire, non, mais c'est quand même intéressant. C'est que là, on rigole, mais il faut que ça puisse fonctionner. Comment est-ce qu'on écrirait cette structure ? Qu'est-ce que je peux faire pour structurer ? Eh bien, la morale de l'histoire, c'est que si je formule la tâche, je vous donne la solution. C'est-à-dire qu'un scénariste collègue ici, si je lui formule la tâche, il saura le structurer. C'est vraiment ça auquel il faut penser. C'est-à-dire que dans ce film, si je formule la tâche, vous avez la solution. Réfléchissez 2 secondes, comment faire pour structurer un film comme ça ? Si je me contente de brainstormer et de faire refus de l'appel, si je convoque Campbell d'un côté, etc. de l'autre, je vais avoir un ventre mou, c'est sûr. C'est sûr, puisque ça va être extrêmement artificiel de sortir des obstacles. Vous en trouverez plein. Mais fondamentalement, il manque quelque chose. C'est quelque chose qui va lier, c'est la tâche. Alors, ici, par exemple, la tâche qui a été choisie, c'est que le moyen concret, donc posez-vous toujours cette question, quel est le moyen concret pour atteindre l'objectif ? Et si on formule comme ça, le moyen concret pour
attaquer les aliens et libérer les femmes et les enfants de notre héros qui est un hors-la-loi, en fait, hein, c'est de faire équipe et de recruter tous les gens qui d'habitude dans le western sont en opposition avec lui. C'est-à-dire le riche propriétaire terrien qui voulait le tuer, Harrison Ford, la fille de joie, et puis bien sûr les Indiens, les tuniques bleues. C'est-à-dire que, en fait, fondamentalement, la tâche de ce film, c'est un recrutement d'alliés qui veulent vous tuer. Donc c'est conflictuel en soi, puisque c'est à chaque fois aller au-devant des gens qui veulent votre peau. C'est peut-être pas transcendant, mais ça a le mérite de structurer. Et vous voyez, je le formule en quelques mots. Ça a une énorme valeur, ça. Ça a une énorme valeur parce que je ne peux pas me cacher derrière une sorte de miellisme. Voilà, la structure brute, elle est là. Alors après, bien sûr, on va pouvoir trouver un certain nombre de rebondissements, mais vous avez les moyens de piloter l'histoire. Soit vous pensez que ça peut fonctionner, soit vous pensez que ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez ? Je vais vous donner d'autres exemples de tâches parce que c'est vraiment un outil qui est performant. Tiens, prenons Gladiator. Un très très bon exemple, parce que c'est un film effectivement d'action sur fond historique qui est formidable. Donc le déclencheur, vous voyez, on a donc Maximus qui est le général qui s'est vu nommé par l'empereur mourant comme successeur, mais malheureusement on a le fils légitime qui lui est dégoûté, donc il tue l'empereur sous les yeux de Maximus, le général courageux, et il essaye de tuer Maximus, qui heureusement est extrêmement puissant et fort en combat et qui arrive à s'échapper, mais il tue la famille de Maximus, et il prend de façon illégitime le pouvoir. L'objectif, évidemment, armé par un tel déclencheur pour Maximus, c'est d'aller tuer l'empereur illégitime, et de redonner le pouvoir au peuple, puisque, alors, c'est ça qui est formidable avec ce genre de film, c'est que ça ne respecte absolument aucune véracité historique. Donc là, l'empereur avait une volonté d'aller vers quelque chose qui était de l'ordre de la démocratie avant l'heure, etc. Bon, donc c'était l'enjeu ici, c'est carrément de redonner le pouvoir au peuple, etc. Évidemment, il y a en plus un enjeu qui augmente là-dessus, qui est un enjeu de vengeance, etc. L'opposant, évidemment, c'est notre méchant empereur, qui va tout faire pour rechercher et tuer notre héros, qu'on vient laisser donc pour mort après que sa famille ait été exterminée. Bien. J'ai armé un film d'action qui peut être intéressant, avec des grandes valeurs de production, très bien. Mais si je n'ai pas de tâche, comment je vais faire pour écrire ce truc-là ? Vous imaginez la difficulté de structurer un film sans avoir une boussole ? Je peux essayer de me rassurer en prenant effectivement une structure qui aurait un certain nombre de... Mais fondamentalement, je ne fais que plaquer quelque chose qui n'est pas forcément ce que j'ai envie d'écrire. La tâche va être l'ADN de ce que vous voulez faire. Et c'est quelque chose qui est foncièrement original. Il n'existe aucun autre film au monde, à ma connaissance, où le héros, son moyen pour tuer un empereur illégitime alors qu'il n'est plus rien et qu'il est l'homme à abattre, est le suivant. Eh bien, Maximus va devenir esclave gladiateur, et parce qu'évidemment, il est attrapé mourant, et sa tâche dans ce film est tout simplement qu'il va s'entraîner pour devenir le plus grand des gladiateurs, et de façon à devenir populaire, même plus populaire que l'empereur, de façon à pouvoir combattre au Colisée devant l'empereur et être physiquement à ses côtés pour pouvoir l'atteindre. Cette tâche qui consiste à apprendre le métier de gladiateur, qui est donc une promesse aussi puissante de rentrer dans un aspect documentaire sur cette arène, au sens sans mauvais jeu de mots. Et elle est conflictuelle en tant que telle. La vie de gladiateur est évidemment conflictuelle. Elle est déclinable, parce qu'il faut qu'il monte les échelons de cette télé-réalité de l'époque jusqu'à ce qu'il puisse être désigné comme étant combattant digne d'aller combattre au Colisée. Et cette structure, cette hyperstructure que constitue la tâche est l'ADN de Gladiator. C'est-à-dire que vous déterminez cela, vous déterminez fondamentalement les éléments différenciant Gladiator. Et vous ne pouvez pas vous cacher derrière des techniques. Ça, c'est vraiment la structure brute de Gladiator. Un dernier exemple peut-être pour illustrer.
Edge of Tomorrow, un autre film d'action, cette fois-ci de science-fiction, est un bel exemple. On a un certain nombre de films où il y a un héros qui vient lutter contre des aliens. Dans ce film-là, on a je ne sais plus quel est son rang, mais Cage, qui est en fait joué par Tom Cruise, qui est en fait à l'origine un spécialiste de la propagande de guerre et qui est un peu implanqué. Il a beaucoup de verbes, il est truculent, tout ce que vous voulez, mais son boulot, c'est de convaincre les soldats d'aller se faire tuer. Et lui, il n'y va pas. Et le déclencheur pour lui, c'est qu'il est obligé par la hiérarchie, qui l'a démasqué, d'aller sur le front, et il doit participer à un débarquement qui est le débarquement de la dernière chance, parce que les aliens qui nous envahissent, qui s'appellent des mimiques, eh bien, ne font que gagner et déjouer tous nos plans de manière mystérieuse. Il est absolument certain de mourir bien. Et on est avec lui parce qu'il a quand même des compétences et que aussi c'est Tom Cruise. On a oublié de le préciser, mais les conditions d'identification liées à l'ego expliquent aussi pourquoi il y a des physiques de comédiens, des physiques de premier rôle. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est encore une fois l'ego qui parle. Bien, donc on est avec Tom Cruise. Mais comment on va écrire ce truc ? On a un certain nombre de films de guerre. Pour aller à l'essentiel de ce film, l'essentiel du film est contenu dans cette tâche. C'est pas un hasard si ce film est l'adaptation, je crois, d'un comment ? J'ai pas un comics, mais d'un bouquin, d'une BD japonaise et d'un manga, parce que la tâche est ultra puissante. Donc en fait, évidemment, il se passe ce qui doit se passer. Dans le 2, Cage est tué dans le débarquement parce qu'il n'a pas vraiment de compétences martiales. Ce débarquement, en fait, c'est un piège. Ils découvrent tous que c'est un piège de ces aliens. Pourquoi ? Parce que les aliens ont connaissance de tous nos faits et gestes avant qu'on les fasse, parce qu'ils manipulent le temps. Ils ont la capacité, lorsqu'ils meurent, en tout cas quand certains d'entre eux meurent, de remonter le temps avec la conscience de ce qu'ils ont vécu. Et le 2 de ce film est que le héros est éclaboussé par le sang d'un alpha, qui est précisément là, donc, cette capacité de manipuler le temps. Et donc, sa tâche, le moyen concret d'atteindre l'objectif, c'est de revivre la même journée, encore et encore, le même débarquement. Donc c'est vraiment une tâche atroce pour quelqu'un qui voudrait se mettre à sa place. C'est la pire journée de sa vie qui est revécue. Donc vous voyez ici, on est un peu comme dans le film le jour de la marmotte, mais façon science-fiction. Et il doit essayer d'atteindre l'oméga, donc c'est l'entité extraterrestre méchante, mère, on va dire, qui permettrait de gagner la guerre. Et donc il va devoir apprendre aux côtés d'un soldat, d'une femme soldat extrêmement puissante et qui va lui apprendre à se battre. Et donc essayer petit à petit de gagner des mètres et des mètres en franchissant cette plage grâce à cette capacité-là. Donc vous voyez ici l'exemple de ce que c'est que la notion de tâche. C'est fondamental, je propose ici de voir si vous avez des questions, parce que c'est vraiment un outil qui est très puissant. Alors, il y avait Nicolas qui disait la tâche dans Cowboy et Alien, c'est la confrontation avec les aliens, l'objectif sauver les femmes et les enfants, point d'interrogation. Il y a Anna qui nous fait la remarque qu'elle trouve ça très bien qu'on mette les noms des scénaristes, pour une fois. Voilà. Merci Anna. Isabelle Gély qui nous fait la remarque qu'il y a actuellement un documentaire sur Tom Cruise sur Arte qui est très bien, qui explore la starification de Tom Cruise en tant que phénomène. Voilà. Ok. Et Virginia qui nous demande si nous pourrions donner des exemples de tâches dans des films d'auteur. Bien sûr. Très bonne remarque. Alors effectivement, j'ai pas mis de film d'auteur puisque c'est le genre qui fait référence à ça, c'est le drama. Et donc, en fait, si vous voulez, chaque genre est un modèle préformaté par Hollywood de 1, 2, 3, on pourrait dire. Je veux bien effectivement donner un exemple de tâche de drama, de film d'auteur. Alors, étant entendu que là, je parle d'un modèle qui est vraiment inspiré de l'efficacité de la fiction américaine, mais on peut aussi en trouver d'autres dans des fictions francophones. Je vais en citer un, je vais juste répondre aux autres avant. Alors, Nicolas disait donc pour Cowboy et Alien, l'objectif, libérer les femmes et les enfants, effectivement, de tuer les aliens, serait plutôt de tuer. Alors, je ne me rappelle plus vraiment
mais en gros, il est possible d'aller tuer. Il y a toujours un alien, comment dirais-je, plus fort que les autres à tuer, ou une entité qui permettrait à tout le monde de mourir, à tous les autres de mourir. Donc en gros, c'est ça l'objectif. L'enjeu, c'est effectivement de sauver les femmes et les enfants. Et surtout, la tâche, c'est le moyen concret d'atteindre l'objectif, c'est le moyen concret de tuer l'alien en question. Voilà. Donc, en fait, pour savoir si on a affaire à une tâche, parce que la tâche, effectivement, est un verbe actif également. Donc, on peut la confondre avec l'objectif. D'ailleurs, c'est souvent le cas. La technique que je vous donne, elle est assez simple, et c'est justement pour ça qu'elle est fluide et efficace. Néanmoins, c'est un peu comme le tennis. Je vous explique les règles du tennis, il n'y a pas de problème, c'est assez simple. Mais c'est la pratique, après, qui fait qu'on peut envoyer la balle. Là, c'est pareil. Donc, ça nécessite un certain temps. Et d'ailleurs, comment se forment les auteurs chez nous? D'abord en étant script doctor, et d'abord en faisant des fiches de lecture, en essayant de déterminer, de déterminer avec notre logiciel, à l'aide de notre logiciel, sur les fictions qu'ils lisent et analysent, quelles sont les fonctions dramatiques. Et donc, un moyen de savoir si vous avez affaire à une tâche ou pas, c'est de savoir si c'est le moyen concret d'atteindre l'objectif. Donc, ici, la tâche ne peut pas être de, lutter contre les aliens, par exemple, parce que c'est pas le moyen concret. Concrètement, comment je fais? Ceux qui sont vraiment forts, qui comprennent tout de suite la tâche, c'est souvent aussi les réalisateurs. Parce que la tâche, c'est quoi? C'est ce qu'on voit pendant 80% du film. C'est-à-dire que concrètement, celui qui va se taper la tâche, c'est le comédien aussi, bien sûr, et le réalisateur. Vous demandez à Spielberg, c'est quoi la tâche des Dents de la Mer, il va vous dire peut-être, probablement, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'était dans l'eau, parce qu'il a des sacrés souvenirs. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas filmer si je peux pas dire à mon comédien, écoute, là tu vas lutter contre les aliens. Concrètement, comment? Par contre, je peux lui dire, écoute, là tu vas aller voir les Indiens qui veulent te tuer, et faut que et concrètement dans cette scène, alors qu'ils veulent te tuer, tu dois non seulement essayer de les amadouer, de dire que tu viens en paix, mais en plus de les convaincre qu'il faut aller sacrifier leur vie pour lutter contre des aliens. Enfin, vous voyez? Donc, c'est vraiment un moyen efficace. En fait, une autre façon de savoir si vous avez une tâche, c'est de vous dire, mais si on me passe commande maintenant de la fiction, est-ce que je peux l'écrire facilement? Sans cette stratégie narrative que constitue la tâche, bon courage pour écrire. Plus une fiction est un nanar, quelque part, plus on peut reconnaître qu'il y a une technique derrière pour la faire vivre. Parce que je veux dire, s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez rien faire, mais vraiment rien faire. Donc c'est vraiment aussi un moyen simple. Moi, une question que je pose souvent, c'est ça. Est-ce qu'on serait capable de l'écrire là, rapidement, tous ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait structurer, quoi? Alors, il y a plusieurs autres. Ok, merci pour les références, Isabelle, sur l'ouvrage. Voilà, pourquoi pas Tom Cruise. Voilà. Alors, il y avait une remarque. Là, j'avais promis, oui, sur le drama. Une tâche de drama. Prenons. J'hésite entre deux dramas en fait. J'hésite entre deux dramas. J'hésite entre Flight et Parfum de femme, la version américaine, c'est-à-dire Le temps d'un week-end en anglais. Je sais pas s'il y a une préférence. Est-ce que la personne qui m'a posé la question a une préférence entre Flight, donc un film sur l'alcoolisme avec Denzel Washington, ou Le temps d'un week-end, donc l'adaptation de Parfum de femme, donc avec Al Pacino. Je sais pas si les deux parlent. Aucune fiction ne parle. Mais comment dire, bon, prenons Flight. Il faut bien que j'en choisisse un. Je choisis une fiction. Prenons Flight. Vous avez une fiction à faire sur l'alcoolisme. La difficulté de lutter contre l'addiction. Voilà. C'est assez tentant de se dire, allez, l'antagoniste, c'est lui-même. Ça, c'est vraiment typique, le gros piège du drama. Et puis de se dire, voilà, il lutte contre ses... et puis je vais filmer la tentation du verre, etc. Je pourrais essayer de trouver un déclencheur. Peut-être qu'à l'occasion de telle ou telle visite de quelqu'un, il doit cacher. Mais bon, voilà. C'est un peu abstrait. Le danger du drama, c'est que ça devienne abstrait. Dans Flight, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exemple typique de comment les Américains arrivent à structurer, en gardant ces modèles hollywoodiens,
tout en essayant, en allant vers le film d'auteur, ou le film intimiste en l'occurrence. Bon, dans le déclencheur de Flight, on a affaire déjà, même si c'est un anti-héros, il y a toujours un héros caché pour générer de l'identification. Donc c'est un alcoolique, mais, il y a toujours ce mais très important, il est tellement balèze que même avec 7 grammes d'alcool dans le sang, le type est pilote d'avion, il arrive à pallier une avarie de son Boeing et il fait voler, c'est le seul au monde à avoir réussi ça quand même, il fait voler son Boeing sur le dos pour le faire planer pendant quelques instants pour pallier le problème et se cracher entre guillemets en douceur. Il sauve tous les passagers, il n'y a qu'un mort et quelques blessés. Tous ces passagers sont sains et saufs. La seule personne qui est décédée, c'est l'hôtesse de l'air avec qui il s'envoyait en l'air juste avant. Encore une fois, l'empathie est armée. Donc vous voyez, c'est déjà intéressant. Dans un drama et dans un film intimiste américain, il y a quand même des compétences. Voilà. Même quand le type est abîmé, même quand le type est... Bon, bref. Maintenant, ici, l'idée, c'est comment je peux rendre concret et visuel de lutter contre l'alcoolisme. Donc, le déclencheur ici, c'est que ce crash génère une enquête, évidemment, que l'assurance veut un autre coupable. Veut un coupable pour ne pas payer. Donc il y a une enquête officielle du NTSB américain, l'organe officiel d'enquête sur les crashs, et il y a un procès qui est fait pour déterminer une commission d'enquête qui va déterminer un jour J, à un temps donné, si le pilote est responsable de cet accident. Ici, c'est très intéressant parce que vous voyez que déjà, la première chose, avant même de parler de la tâche, c'est que dans un drama aux États-Unis, on va quand même faire un objectif exactement comme je viens de le décrire tout à l'heure de manière théorique, c'est-à-dire qu'on va faire un objectif réifié. Ici, c'est très artificiel. Normalement, il n'y a pas un procès avec une date, un instant T où, en gros, vous êtes innocent ou vous êtes coupable. Les enquêtes peuvent durer. Voilà. Ça, c'est artificiel, mais c'est important parce qu'on doit voir la lumière au bout du tunnel. En gros, s'il cache son alcoolisme jusqu'au jour du procès, il échappe à la prison. Parce que l'enjeu ici, c'est la prison à vie. Donc vous voyez ici, ça a le mérite d'être concret. On a un alcoolique qui doit cacher son addiction à l'alcool jusqu'à un procès qui doit déterminer s'il est coupable ou pas d'un crash. Déjà, c'est fondamental. Maintenant, chaque genre a une façon de procéder et d'employer le 1, 2, 3. Le drama est un genre qui est le seul genre qui va armer 2 objectifs au lieu d'un. Mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. C'est que comme le but ici, c'est de faire un film intimiste et de mimer, de singer la réalité psychologique, dans la vie, on n'a pas des objectifs très tranchés. Donc, en fait, ce que va faire ce genre hollywoodien, c'est qu'il va armer un objectif pour le personnage. Je viens de vous le dire, il va essayer de cacher son alcoolisme jusqu'au jour du procès. Mais il va armer un objectif opposé pour le spectateur. C'est-à-dire que nous savons en fait, et surtout aux États-Unis, on sait que pour guérir de l'alcoolisme, première étape des alcooliques anonymes aux États-Unis, reconnaître son alcoolisme. Donc, le conseil qu'on a envie de donner à ce héros qu'on aime, et c'est le propre du drama, de voir le héros se tromper, c'est de lui dire mais il faut que tu avoues ton alcoolisme au contraire. Donc, on souhaite l'opposé. C'est le seul genre qui fait qu'on souhaite l'opposé du personnage. Donc, nous, on souhaite qu'il avoue son alcoolisme le jour du procès. Et à la fin, c'est ce qui va faire que ces films-là sont spéciaux, c'est que on a un sentiment positif alors que l'objectif n'est pas atteint. Il va aller en prison, mais il sera libre de l'alcoolisme et puis il pourra sortir et il aura renoué avec sa famille en plus. Et donc la tâche ici, elle devient concrète. C'est-à-dire qu'il devient le héros. Il y a des journalistes qui sont à ses trousses et le procès se tenant dans une ville, il est dans une chambre d'hôtel. Tout est fait pour qu'il boive. Et il est sous le feu des caméras, des projecteurs et des enquêteurs du NTSB. Donc déjà, vous voyez que rien que cette horloge, puisqu'il n'y a que 3 jours à tenir, va armer quelque chose de puissant. On aurait pu citer aussi Parfum de femme, et je pourrais évidemment développer plus, mais je ne vais pas le faire, puisque voilà, on a une formation de 7 heures sur le drama, donc c'est un genre qui est fascinant, mais je suis d'accord, ça mériterait explication. D'autres remarques sur la tâche ? Il y a plein de questions. Ouais. Il y en avait une déjà un petit peu à rebours sur l'incident déclencheur, avec une question d'Etonam Jean qui demandait, il aimerait savoir si lorsque le spectateur trouve notre incident déclencheur à un endroit différent de celui où on l'a conçu, est-ce que ça veut dire que l'on a mal conçu son incident déclencheur ? Ok, c'est une bonne question. Quand le spectateur prend conscience
d'une fonction, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a armé une fonction. Voilà, elle est enclenchée, quoi, on va dire. Hein. Alors, comment dire, c'est jamais bon signe quand Enfin, faut être humble. Hein. On espère que le spectateur va réagir au moment où on le souhaite. C'est jamais bon signe quand c'est vraiment pas maîtrisé, mais enfin, faut être humble. En fait, on fait un métier de recherche et développement. En fait, la fiction, c'est du prototype. Parce qu'on fait des fictions qui ne ressemblent jamais aux autres. C'est le but quand même. On veut faire des choses qui ont une valeur à la fois universelle, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on veut qu'elles soient en même temps singulières. Donc ces œuvres-là, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir si ça va fonctionner avant de tester. C'est tout l'intérêt de travailler avec un modèle agile. Donc pour répondre, il arrive assez souvent qu'on écrive un synopsis court, un concept, qu'on va évidemment pitcher, parce que c'est comme ça. À quoi ça, enfin, je vous l'ai dit, c'est l'oral qui permet de valider la fonction dramatique. Il n'y a qu'une seule façon de savoir si votre fiction fonctionne, c'est de la pitcher. Non pas de la faire lire, mais de la pitcher, parce que vous pouvez avoir en plus un talent littéraire. Donc, si vous la pitchez à votre producteur, à vos partenaires, peu importe, et que là, vous constatez qu'effectivement, il y a peut-être un problème de compréhension, là, ça peut effectivement se corriger. Il est souhaitable quand même de corriger et que la fiction soit armée au moment où on le souhaite quand même. Mais ça arrive assez souvent, faut être humble, hein, que ça n'est pas compris et il faut reprendre. Mais on doit tendre vers ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Une question d'Alfred qui demande, on emploie souvent le mot structure, est-ce qu'on pourrait le définir ? Ah oui, bien sûr. La structure dramatique d'une fiction, eh bien, on va dire que ça serait le squelette sans la chair. C'est-à-dire ce sont les événements. En fait, j'ai évidemment des définitions qui me viennent, qui sont des définitions très théoriques. La dramaturgie, c'est toujours... ça se veut un peu compliqué, alors qu'en fait, c'est assez simple. Mais c'est comme on va articuler les éléments actentiels d'une fiction. C'est-à-dire, en fait, comment... c'est la somme des événements qui font avancer le récit vers une conclusion, en fait. Y a plein de définitions de la structure. On pourrait dire de manière plus résumée, pour citer McKendrick par exemple, que c'est anticipation mêlée d'incertitude. La structure est anticipation mêlée d'incertitude. La structure, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on vient raconter, ce qui vient se passer, sans la chair, sans les comédiens, sans le savoir-faire du réalisateur, sans même les dialogues. C'est tout simplement la somme des actions posées, et c'est finalement ce qui va armer, encore une fois, de l'anticipation mêlée d'incertitude. C'est-à-dire que, je vous disais, une des définitions, une des plus belles définitions du drame, c'est on anticipe, c'est-à-dire on donne à l'avance ce qu'on va montrer. On donne la fin de l'histoire au début, on le fait pressentir, donc c'est de l'anticipation, mêlée évidemment d'incertitude, puisqu'on a des surprises à aménager, mais à certains moments clés, évidemment, ce qu'on veut, c'est donner les choses clairement. McKendrick, grand réalisateur, et quelqu'un qui est très... c'est pas tant un grand réalisateur, sa carrière, il a souhaité la mettre en retrait, que c'est surtout quelqu'un qui est un théoricien qui pèse énormément encore à Hollywood, parce que c'est un des enseignants majeurs de Cal Art, donc de l'université américaine en Californie, fondée par Disney, qui a formé des centaines et des centaines de scénaristes hollywoodiens. Et sa définition, elle a vraiment marqué Hollywood, parce que cette définition qui dit que la structure, c'est anticipation mêlée d'incertitude, ou le drame, l'essence du drame, c'est-à-dire en retirant tous les autres corps de métier, quoi, l'essence même de l'histoire, c'est anticipation mêlée d'incertitude. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que fondamentalement, eh bien, quand on jouait Oedipe de Sophocle à l'époque, évidemment, les Grecs connaissaient déjà l'histoire d'Oedipe, savaient déjà ce qui allait se passer à la fin. Mais il y a quand même, évidemment, l'anticipation donc était là et présente. On sait que Oedipe va apprendre la grosse boulette qu'il a fait, les deux grosses boulettes, mais il y a quand même l'incertitude, comment il va réagir, comment le comédien va l'interpréter, etc., etc. Bon, la structure, c'est ça, c'est l'ensemble tout simplement des événements qui vont arriver jusqu'à une conclusion anticipée et crainte souvent. Ouais, une dernière question. Les capacités des personnages principales doivent-elles être prises en contre-emploi ?
Ah oui, on pourrait définir la tâche, puisque la tâche c'est une action conflictuelle qui est faite par le personnage principal. Notre personnage principal doit être donc en difficulté de la faire. Donc on pourrait... on a notre collègue Yonut, que je salue, Teyanu, qui est réalisateur, scénariste, avec qui on travaille, qui me disait récemment, fondamentalement, j'aime bien décrire la tâche comme étant en fait un moyen encore plus compliqué de résoudre un problème déjà compliqué. C'est-à-dire que, effectivement, la tâche est conflictuelle pour un personnage donné. Revivre la même journée, franchir une plage, revivre un débarquement, c'est encore plus conflictuel quand on est un lâche. Voilà. Donc oui, c'est pas une mauvaise définition de dire qu'on va jouer sur les failles du personnage et sur ses difficultés. Maintenant, il faut faire attention à cette notion d'anti-héros. C'est-à-dire que je vous le rappelle, il y a toujours un héros caché derrière un anti-héros. Et ça, c'est ce qu'on loupe souvent en fiction française. On veut singer par exemple Dr House, mais Dr House, si vous retirez ses éléments héroïques, ses compétences extraordinaires de déduction, le fait qu'en réalité il a bon cœur et qu'on le voit alors qu'il ne le sait pas, ça en fait juste pardonnez-moi l'expression, mais un connard. Et c'est insupportable. Si on a juste quelqu'un de désagréable et qu'on n'aménage pas derrière des éléments héroïques, un anti-héros, c'est un héros caché. Hein. Donc faut faire attention, il faut que le héros ait quand même des compétences qu'on souhaite avoir. Mais ça doit être difficile, effectivement. Donc il y a certaines tâches qui sont des tâches universelles, conflictuelles pour n'importe qui, hein, et puis d'autres, évidemment, qui sont encore plus compliquées pour le personnage.